Il est l'une de ces figures discrètes et oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Une légende peu connue à notre époque, mais qui pourrait aisément faire l'objet d'un film hollywoodien. Aujourd'hui, on parle de celui qu'on nomme le Rambo québécois, un soldat québécois au parcours hors du commun qui a réussi, à lui seul, à libérer une ville entière. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on ne parle pas de tueurs, de psychopathes ou d'autres histoires sordides. On s'intéresse à quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'un héros. Léo Major naît le 23 janvier 1921 à New Bedford, situé dans le Massachusetts aux États-Unis. Il est le fils aîné d'Achille Major et d'Amanda Sevigny. Ses parents forment un couple franco-canadien. Et le couple aura en tout 13 enfants, dont Léo Major. Son père travaille en tant qu'ouvrier des chemins de fer canadien national. Ça lui arrive très souvent de faire des missions à droite à gauche au Canada et aussi, lorsque Léo est tout petit, aux États-Unis. Il est temporairement transféré aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange avec l'American Railroad Company. Et bien sûr, une fois qu'il a fini son travail, en septembre 1921, la famille retourne vivre à Montréal, d'où ils sont originaires. Comme je vous l'ai dit, son père s'absente très souvent pendant de longues périodes au Canada ou aux États-Unis, et c'est donc sa mère Amanda qui élève les 13 enfants seuls. Ce n'est pas la meilleure période de la vie de Léo Major, puisque lorsque son père est présent, Léo se fait battre. Et il est le seul des 13 enfants à subir les accès de rage de son père. Autant vous dire que Léo préfère largement lorsque son père part en mission, parce qu'au moins avec sa mère, il ne subit pas de violence physique. Par exemple, un jour, sa mère raconte au père la mauvaise conduite de Léo, et son père le bat avec une ceinture. Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi violent psychologiquement avec lui. Il lui dit des choses comme « tu n'es qu'un paresseux, une mauviette et un peureux qui ne pourra jamais réussir dans le monde compétitif d'aujourd'hui ». Retenez bien ce qu'il a dit et ensuite repensez-y lorsque je vais vous raconter ce qu'il a fait. Lorsqu'il a 14 ans, la Grande Dépression sévit au Canada. La Grande Dépression, c'est une crise économique et pendant cette crise économique, 30% de la population canadienne se retrouve sans emploi. Léo profite de cette période et aussi du fait qu'il vient de se disputer avec son père pour partir de chez lui et pour aller vivre chez sa tante Annie et son oncle Émile Major. Son oncle et sa tante habitent également à Montréal, donc il ne part pas très loin. Petit à petit, son caractère s'endurcit et il commence à faire de la boxe. Dans un premier temps, il le fait surtout pour apprendre à se défendre et au final, il y prend goût. Un jour, il décide d'aller habiter dans la ferme d'un couple sans enfants. Ce couple traite Léo comme leur propre fils et Léo, à ce moment-là, il adore sa vie. En plus de ça, il a un petit boulot, il travaille pour eux dans la ferme en tant qu'agriculteur, donc il se fait un petit peu d'argent. La raison pour laquelle il a décidé de partir de chez son oncle et sa tante, c'est parce qu'il voulait s'éloigner de Montréal, mais surtout s'éloigner de l'emprise que son père avait sur lui. Et comme son oncle et sa tante faisaient partie de sa famille paternelle, il a préféré partir de chez eux pour définitivement, entre guillemets, couper les ponts avec son père. On ne reparlera plus du tout de ses parents dans la vidéo. Alors je sais pas du tout s'il a gardé contact avec eux après ou s'il a définitivement coupé les ponts. C'est pour ça que je vous l'ai dit entre guillemets parce que je ne sais pas. Pendant qu'il est chez le couple qui a une ferme, il apprend l'anglais aussi. Et vous verrez que plus tard, ça va lui servir. En 1938, Léo trouve un emploi à la gare centrale de Montréal et au début, il travaille comme apprenti plombier. Il est très impliqué dans son travail. Il travaille entre 9 et 10 heures par jour et ce 6 jours par semaine. Et son chef d'équipe, il le voit ça. Il voit qu'il est très impliqué. Mais il remarque aussi quelque chose chez Léo. Léo, il a un certain attrait pour les missions difficiles et dangereuses. Qu'à cela ne tienne, on lui donne un nouveau poste. À présent, Léo s'occupe du dynamitage de trous dans la roche afin de consolider les pieux qui doivent soutenir les murs et le plancher de la gare. Nous sommes en septembre 1939 lorsque le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Un an plus tard,
en juin 1940, on assiste à l'effondrement de la France. Léo, qui travaille toujours à la gare à ce moment-là, entend tout ça et il ne veut pas rester les bras croisés à ne rien faire. Un mois plus tard, en juillet 1940, Léo, qui est âgé de 19 ans, s'enrôle dans l'armée. À l'époque, à 19 ans, il est toujours pas majeur et normalement, c'est pas trop autorisé. Mais bon, là, en temps de guerre, il arrive à s'enrôler dans l'armée. Il est affecté au Royal 22e Régiment. 2 jours après son affectation, il entend que le régiment de la Chaudière, une infanterie de réserve, a été sélectionné pour être envoyé en Europe. Immédiatement, il demande et il obtient son transfert vers ce régiment. Il reçoit son premier entraînement à la base des forces canadiennes Valcartier, pas très loin de la ville de Québec. Le régiment de la Chaudière se rend en Écosse et les militaires s'entraînent sans cesse, du matin au soir, 6 jours par semaine, 50 semaines par an, et ce, durant 3 ans et demi. Le gros avantage de Léo, c'est qu'il est l'un des rares à maîtriser l'anglais. Je vous dis que c'est un avantage, car grâce à ça, il progresse très rapidement dans les unités d'entraînement de la base militaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la reconnaissance et les communications. En plus de ça, il se spécialise dans le tir de précision et dans les opérations commando. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt très doué, même brillant. Il a d'excellentes qualités visuelles, auditives, d'infiltration et même d'endurance. Durant son temps libre, il continue de s'entraîner à la boxe. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec un certain Willy Arsenault, un autre soldat qui deviendra son meilleur ami. Et vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus tard. La première grosse mission militaire à laquelle Léo Major participe, c'est le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 sur la plage Juno. Lorsqu'ils arrivent sur la plage, les troupes canadiennes anglaises du Queen's Own Rifles of Canada sont clouées au sol. Léo Major, qui est très courageux, il reste pas au sol. Il se lève et avec 5 autres soldats, ils vont détruire une partie d'un mur d'un bunker allemand et ils font même prisonnier 6 soldats allemands. Plus tard, dans l'après-midi, Léo ainsi qu'un autre soldat sont envoyés en mission de reconnaissance. Leur objectif est de collecter et rapporter la position des unités allemandes, leurs forces ainsi que leurs armements. Pendant leur mission, ils aperçoivent un véhicule blindé allemand semi-chemillé occupé par 3 soldats allemands. Plus tard, on découvrira que ce véhicule contenait du matériel de transmission et de cryptage de messages secrets. Les 2 éclaireurs se disent « on peut peut-être faire quelque chose avec ce véhicule ». Ils se mettent en retrait, ils observent, ils regardent qu'aucune autre troupe ennemie n'est présente, et lorsque le véhicule arrive à leur hauteur, Léo s'approche du conducteur. Bon, il ne fait pas que s'approcher du chauffeur, il le vise et le blesse à l'épaule. Son collègue tire sur le mitrailleur et le tue instantanément. Un Allemand tué, le 2e blessé, le 3e paniqué. Forcément, ils se rendent. Léo leur dit de suivre ses consignes et de se rendre à 5 km d'ici, au quartier général des forces canadiennes. Au moins, l'armée canadienne aura toutes les informations et ce sont les Allemands qui vont leur donner directement. Vous vous en doutez, lorsque les 2 soldats reviennent au bataillon anglo-canadien, ils sont accueillis avec exaltation par tous les autres militaires. Le 24 juin 1944, Léo et 4 autres soldats se rendent en mission de reconnaissance près des lignes ennemies lors de la bataille de Caen. Ils se retrouvent face à une patrouille de SS composée de 5 soldats allemands et c'est la première fois que Léo fait face à ce genre de soldats surentraînés et complètement fanatiques. Mais il ne recule pas, il fonce dans le tas et il parvient à en tuer 3. Un 4e, gravement blessé, réussit à dégoupiller une grenade au phosphore, grenade que Léo n'arrive pas à éviter. Il est blessé à l'œil gauche. Et même plus que blessé, il perd l'usage de son œil. À l'hôpital, le médecin qui l'examine lui dit « Mon ami, la guerre est finie pour vous. Vous allez retourner en Angleterre. » Léo, il est pas d'accord. Même pas du tout d'accord. « C'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. Ils ne peuvent fonctionner sans moi. Mon œil droit est parfait. Et c'est l'œil que j'utilise pour le tir de précision. » Le médecin, il sait pas trop quoi répondre à ça. Il décide de renvoyer Léo dans son unité. Et Léo, il s'amuse. Il dit aux autres, regardez, je ressemble à un pirate avec mon cache-œil. Et je pourrais même faire peur à l'ennemi comme ça. C'est ainsi que Léo continue son service en tant qu'éclaireur et tireur d'élite. Et petit à petit, avec les militaires, il se déplace vers l'Est. On continue même de lui donner des missions à haut risque.
Par exemple, on l'envoie tout seul en mission de reconnaissance car une troupe de soldats anglais n'est pas rentrée de sa patrouille l'après-midi. Léo-Major repère 2 soldats allemands. Dans un premier temps, il veut capturer les 2 soldats. Cependant, il en tue un des 2 car il avait essayé d'utiliser son arme. Il utilise le soldat comme appât, son but étant de capturer le commandant de l'unité pour le forcer à se rendre. Tout seul, il y arrive. Et il ramène les prisonniers dans son camp. Il s'agit d'une centaine de soldats. Avec cette action, il est nommé pour la Distinguished Conduct Medal, mais il refuse. Il refuse car il ne veut pas recevoir de médaille du général Montgomery qu'il juge militairement incompétent. Nous sommes le 27 février 1945, près de Keppeln, en Allemagne, lorsque Léo-Major accepte d'aider l'aumônier du régiment, le padre Delcourt, à ramasser les corps des soldats allemands pour les mettre dans un camion pour les transporter. Lorsque l'aumônier Delcourt, le chauffeur et Léo-Major repartent, le camion roule sur une mine anti-char. Explosion. L'aumônier et le chauffeur meurent sur le coup. Léo est projeté violemment dans les airs et il atterrit sur le bas du dos. Il perd connaissance, il se réveille seulement quelques heures plus tard, on le transporte à l'hôpital et le camion est obligé de s'arrêter toutes les 15 minutes pour qu'on injecte de la morphine à Léo qui souffre horriblement. L'hôpital était situé à 50 km, je vous laisse imaginer le temps qu'ils ont dû mettre pour y aller. À nouveau, on lui dit que la guerre est finie pour lui. Léo, il est toujours pas d'accord. Une semaine plus tard, il s'enfuit. Il se réfugie chez une famille de Hollandais qu'il avait rencontrés précédemment, les Slepenbeek, qui habitent dans une petite ville, Nijmegen. Il séjourne 1 mois chez cette famille avant de rejoindre son unité le 29 mars 1945. Les personnes de son unité ne comprennent pas ce qu'il fait là, mais il n'est pas censé être là. Comme Léo insiste tellement et compte tenu de ses exploits passés, on lui dit Ok, c'est bon, bah vas-y, tu peux revenir. De toute façon, on a besoin d'hommes. Bon, avant de vous parler de l'événement qui a fait de lui une légende, remettons les choses dans leur contexte. Léo-Major, blessé à l'œil gauche et même perte de la vision de son œil gauche à cause d'une grenade au phosphore. Blessé, terriblement blessé, il le souffre de son bas du dos parce qu'un camion a roulé sur une mine anti-char. Voilà l'état dans lequel Léo-Major est au moment où je vais vous parler de l'événement qui a fait de lui une légende. Le 13 avril 1945, le régiment de la Chaudière approche de la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. C'est une ville de 50 000 habitants à peu près qui a relativement été épargnée par les destructions. On peut facilement le comprendre quand on sait que la ville est aux mains des Allemands. Pendant les mois de mars et d'avril 1945, c'est une cinquantaine de soldats canadiens qui perdent la vie chaque jour. Ils essayaient bien évidemment de libérer la ville. Le régiment de la Chaudière est en position devant la municipalité de Zwolle et le bataillon doit investir la place. Mais, avant toute chose, il faut faire une mission de reconnaissance pour connaître la force et la position de l'ennemi. Car dans cette ville, il y a beaucoup d'Allemands, même si leur vigilance a diminué vu qu'ils arrivent à repousser très facilement les forces ennemies. Le commandant du régiment demande 2 volontaires. Vous vous en doutez, Léo-Major fait partie de ceux qui se portent volontaires. Et le deuxième homme, c'est Willy Arsenault, son meilleur ami. Les 2 amis, ils ont une autre idée en tête. Ils se disent mission de reconnaissance ? Non, c'est pas assez. Nous, on va capturer la ville, comme ça, directement. Et si possible, on va rentrer en contact avec la résistance hollandaise. À la tombée de la nuit, ils arrivent à une ferme. Ils tentent tant bien que mal de communiquer avec les Hollandais, mais c'est assez compliqué. La seule chose qu'ils comprennent, c'est attention, dans la forêt, autour de cette ferme, il y a énormément d'Allemands. Léo et Willy sortent de la ferme. Willy fait tomber un objet, ce qui alerte les Allemands. Peu de temps après, vers minuit, Willy Arsenault est tué. Léo-Major, il est furieux et il répond en tuant 2 Allemands. Les autres Allemands, ils s'enfuient. Il décide donc de poursuivre sa mission seul. Vers 1h du matin, il entre dans la ville de Zwolle. Il repère un véhicule de reconnaissance allemande. À savoir que sur lui, il a 2 pistolets mitrailleurs, un couteau ou une baïonnette et un sac rempli de grenades. Il prend par surprise le chauffeur du véhicule de reconnaissance et il le force à conduire à toute allure dans la ville en arborant un drapeau blanc. Il lui demande de le déposer dans un bar. Il entre dans le bar dans lequel un officier allemand est en train de boire tranquillement un verre. Léo arrive à le désarmer et il lui explique que, dans son intérêt, il vaudrait mieux
qu'il dise à tous ses petits copains de partir de la ville, car vers 6 heures du matin, les forces canadiennes vont venir dans la ville et que s'ils veulent éviter d'avoir des pertes aussi bien du côté allemand que du côté civil des Hollandais, il vaudrait mieux qu'ils s'en aillent. Léo laisse repartir l'officier dans l'espoir qu'il va alerter les autres soldats allemands et il lui remet même son arme. C'est dire à quel point il est confiant à ce moment-là. Durant le reste de la nuit, il mitraille un peu partout, il lance des grenades dans les maisons vides, tout ça pour faire croire qu'il y a un assaut d'envergure et que ce n'est pas un seul soldat canadien qui attaque, mais bien un régiment. Ne vous inquiétez pas, Léo lance des grenades dans des maisons vides puisque les habitants sont cachés dans les sous-sols de leur maison. Il fait la rencontre de la résistance locale et la résistance locale lui dit que toutes les troupes allemandes sont parties et que Zwolle est libéré. Il se met donc à frapper à plusieurs portes pour dire aux habitants de sortir, mais ces derniers sont tellement effrayés qu'ils n'ouvrent pas. Grâce à certains membres de la résistance, il rencontre une professeure d'anglais avec laquelle il arrive à communiquer et il lui demande si elle peut faire passer un message à travers la radio locale pour dire à tous les habitants que la ville est libérée. À noter qu'il a également récupéré le corps de Willy Arsenault pour le ramener à son régiment. Il est de retour au camp canadien vers 9 h et lorsque les soldats canadiens entrent dans la ville, tous les habitants de la ville les accueillent avec beaucoup de joie. Voici ce qu'il dit dans son rapport de mission. Le bataillon peut entrer dans la ville et la municipalité ne sera pas bombardée par l'artillerie. À noter aussi que pendant la nuit, il a mis le feu au QG de la Gestapo et il a tué 4 officiers supérieurs. Il a réussi à libérer une ville entière, tout seul, en faisant croire que c'était un assaut d'un régiment. Pour ses actions, Léo Major reçoit sa première Distinguished Conduct Medal. Cette fois-ci, il l'accepte. À noter aussi que Willy Arsenault a reçu à titre posthume le Lion de bronze. Il l'a reçu en 1970 par la reine Juliana. Après son retour de la guerre, Léo Major se fait opérer au dos et il passe 3 mois en convalescence dans un hôpital de vétérans. Ensuite, on lui propose un poste de magasinier dans un centre de ravitaillement militaire pour le reste de l'année. Il n'aime pas trop ce travail. Il quitte ce travail et il travaille comme tuyauteur pour la compagnie pétrolière Shell. Il a énormément de traumatismes suite à la guerre. Forcément, il a vu des horreurs, il a vécu des choses très compliquées. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut vraiment vivre une vie normale? Bon, il n'aura pas trop le temps de se poser cette question puisque le 25 juin 1950, la guerre de Corée est déclarée. Le gouvernement canadien décide de lever un contingent de volontaires pour aller combattre aux côtés des forces de l'ONU qui tentent de repousser les invasions de la Corée du Sud par les forces chinoises et nord-coréennes. Durant l'été 1950, Léo, qui vient tout juste d'avoir une offre d'emploi pour un travail en Afrique du Nord, reçoit un appel. L'appel du colonel Tachereau. Le colonel lui propose de prendre le commandement d'une formation spéciale d'éclaireurs et de tireurs d'élite dans le contexte de la levée d'une nouvelle unité, le 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Et même avec un seul œil et une pension d'invalidité de 20%, Léo accepte. Le 15 août 1950, il devient officiellement le 1000e soldat du contingent canadien. Ainsi, l'armée canadienne espère inciter d'autres Canadiens à s'enrôler, car un héros de la Seconde Guerre mondiale montre l'exemple. Le bataillon s'entraîne à Fort Lewis, aux États-Unis, jusqu'au 15 avril 1951. À ce moment-là, Léo, il a 2 défis. Le premier, recruter 80 hommes qu'il jugera aptes à accomplir les missions les plus périlleuses, et ce, dans un court laps de temps. Le deuxième défi, les former en quelques mois. Nous sommes en novembre 1951, lorsqu'une unité de la 3e division d'infanterie américaine a perdu la colline 355 aux mains des Chinois. Derrière eux, ils laissent une quantité importante de matériel. La colline 355, c'est une position très stratégique. 350 mètres de haut, c'est la montagne la plus haute de la région. Et en hauteur, on bénéficie d'une vue à 360 et ce sur 30 km à la ronde. Pour tout vous dire, l'ONU l'a surnommé Petit Gibraltar à cause de sa taille imposante et de ses nombreuses positions défensives. La colline, située à 50 km au nord de Séoul, avait été prise par les forces de l'ONU lors de la bataille de Mariang-son en septembre 1951. C'est le 22 novembre 1951, après un assaut donné par les forces chinoises, que 40 000 Chinois sont arrivés
et pendant 3 jours, ils ont bataillé pour récupérer cette colline. À présent, les Chinois avancent vers la colline 227, colline où est situé le 2e bataillon du Royal 22e Régiment, régiment auquel appartient Léo-Major. Le lieutenant-colonel Jacques Dextraz a dit à Léo « Fais quelque chose s'il te plaît, je te donne carte blanche, mais par pitié, fais quelque chose. » Léo lui dit « Ok, je veux choisir 18 hommes, et à la fin de la mission, je veux que chacun des hommes ait une bouteille de rhum et une permission de 8 jours. » Bah ouais, c'est d'accord. Vas-y. Au matin, la colline tombe aux mains de Léo-Major et de ses 18 hommes. Mais comment ont-ils fait? Tout simple. Pendant la nuit, ils se sont faufilés au beau milieu des positions ennemies. Puis, ils ont ouvert le feu. Les forces chinoises ne comprenant pas ce qu'il se passe, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient complètement paniqués, ils n'arrivaient pas à riposter puisque selon eux, l'ennemi était à l'extérieur. Et ils ne comprenaient pas d'où les tirs venaient. Léo-Major utilise la même tactique qu'il avait utilisée pour la ville de Zwolle. Il tire énormément et avec ses troupes, il se déplace. Donc, les forces ennemies ne savent pas quoi faire. Vers 2 h du matin, les Chinois envoient 2 de leurs divisions, ce qui correspond à 14 000 hommes. Je le rappelle, Léo-Major et son équipe sont 19 en tout, contre 14 000 hommes. Par radio, on demande immédiatement à Léo de battre en retraite, ce qu'il ne fait pas. Lui, il cherche un abri pour ses soldats et pour lui. Pendant 3 jours, Léo-Major et son commando font preuve de courage et de détermination en montrant l'exemple. En tout, ils repoussent 7 attaques des troupes chinoises, attaques venant de 4 directions différentes. Par radio, il demande à son chef d'ouvrir le feu sur lui, sur ses propres positions. Il lui dit « Tirez le plus d'obus de mortier et ce, le plus proche de moi ». Au début, son chef, il lui dit « Mais non, on va pas faire ça, on va vous tuer ». Léo, il insiste, le plus proche, surtout vraiment le plus proche. Ils le font et les Chinois reculent petit à petit. Car forcément, comme on tire près de Léo-Major, on tire également sur l'ennemi. À noter également que dans cette bataille, un de ses soldats a été blessé. Et Léo-Major a décidé de le transporter sur son dos jusqu'en bas de la colline, alors qu'il souffre du bas du dos, pour ensuite remonter, revenir avec ses hommes et continuer la bataille. Lorsqu'il revient au camp, le journaliste René Lévesque lui demande de lui expliquer ce qu'il s'est passé. Léo, qui est exténué, refuse poliment et lui dit « Allez voir mon officier, il va tout vous expliquer ». Voici ce qu'il en ressort. Une vingtaine de soldats canadiens viennent de tenir tête à 2 divisions de l'infanterie de l'armée populaire. Ce que les Américains, avec 10 000 hommes, n'étaient pas parvenus à faire. Qui peut dire ça? Qui peut, aujourd'hui, s'asseoir à une table et dire « J'ai libéré une ville tout seul et avec 20 hommes, entre guillemets, on a tenu tête à 14 000 hommes ». Qui peut dire ça? À part Léo-Major, je vois pas là. 7 des hommes que Léo-Major avait choisis vont recevoir une médaille, dont Léo-Major qui reçoit sa 2e Distinguished Conduct Medal. Mais du coup, s'il avait accepté la première, peut-être qu'il en aurait 3 en tout. Léo-Major est l'un des 38 Canadiens à avoir reçu 2 Distinguished Conduct Medal. Par contre, c'est le seul à les avoir reçus pour 2 guerres différentes. Dans tout le Commonwealth britannique, il n'y a que 3 soldats qui partagent cet honneur. Forcément, après la guerre, Léo-Major développe un syndrome post-traumatique. Il essaye de le noyer dans l'alcool. À chaque fois qu'il y a des bruits de claquement de porte, il sursaute, il fait beaucoup de cauchemars. Grâce à sa famille, son épouse et ses enfants, il sort petit à petit de l'alcool et il va de mieux en mieux. Et son épouse n'a été mise au courant de ses exploits qu'en 1970, pas avant. Fun fact un petit peu, une rue de Zwolle porte son nom et depuis le 14 avril 2005, il est citoyen d'honneur de la municipalité de Zwolle. Il était âgé de 84 ans à ce moment-là. Le 12 octobre 2008, il décède d'un cancer des os. Il sera enterré au cimetière militaire du Champ d'honneur national à Pointe-Claire, qui est situé au Québec. Le 14 avril de chaque année, des poèmes sont lus et des chansons sont chantées par les enfants des 3 écoles primaires de Zwolle. Les enfants se rendent également au pied du mémorial de guerre pour y déposer des fleurs. Ce mémorial a été érigé en mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la libération de Zwolle. Et bien évidemment, c'est le drapeau du Canada qui est tissé pour commémorer les libérateurs canadiens, et en particulier le premier libérateur canadien, Léo-Major. Voilà, c'est la fin de l'histoire du Rambo québécois, de ce soldat au parcours hors du commun.
d'une légende, je pense qu'on peut le dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez que j'en refasse d'autres, car moi je trouve ça intéressant de faire des recherches et de vous raconter la vie de ces personnes-là qui ont une vie tout simplement hors du commun. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.